L'histoire que nous allons vous conter ici est une histoire 1000 fois répétée et qui a commencé il y a quelques millions d'années. C'est une belle histoire, une histoire solide comme un roc et acérée comme un silex. C'est une histoire d'amitié, l'histoire éternelle de la persévérance et de la transmission entre les générations. C'est la confiance entre un professeur et son élève. C'est une histoire vraie, celle du professeur de centre d'apprentissage Paul Blancheton, Paul qui fête ses 100 ans dans ce film, et celle de son élève André Janot, génial archéologue autodidacte et méconnu, et dont la seule photo dans la mémoire collective officielle est une vieille copie d'un article de l'Est républicain datant du 9 août 1969. C'est l'automne. Et pour la 100e fois, je verrai des grandes feuilles rousses couvrir les belles collines de mon petit village, la Matte, à la sortie des forêts vosgiennes. Il venait d'école primaire de Flavigny. Il avait un très bon niveau scolaire, certificat d'études à l'époque. Et j'ai eu à ce moment-là. Un très bon élève. Mais il avait l'air peu soucieux de sa présentation. Hein, forcément, il vivait un petit peu en garçon libre, puisque les parents étaient partis. Tantôt la maman, ou pas la maman, je sais pas, le père, pas le père. Alors c'était une vieille voisine qui s'occupait d'eux. Lui, il allait se promener sur les bords de la Moselle à Flavigny. C'est pourquoi il connaissait les usages, le terrain, les cailloux, tout le bazar là. Il aimait ça. Hein. Il vivait en sauvage, en sauvageon. Il avait d'ailleurs l'allure d'un sauvageon. Les cheveux bourriffés, se foutait de tout. Alors on disait, écoute, faut te tenir un petit peu là. Bon, quand il venait à la maison, quoi. On dit, on va te requinquer, c'est comme ça que je marquais. Elle requinquait un peu ses vêtements. Ah, pauvre vieux. Oh ben, à la place, il venait à la maison à la place des sorties du dimanche, de dimanche après-midi, qu'il était interne toujours. Hein. Ils avaient des sorties en ville et ici, à l'occasion des sorties, je vais demander que tu viennes ici. On pourra le goûter ensemble et je te ramènerai après. Voilà. Je contemple ce caillou. Ce n'est pas un caillou, c'est un silex. Il a été taillé ici, par nos ancêtres. Ce beau caillou, c'est André Janot, mon élève, qui l'a trouvé. Ce qu'il appréciait particulièrement, je le mettais d'ailleurs en face de la bibliothèque. Tous les livres concernant l'histoire de la Terre, alors ça, il dévorait ça. Hein. Il y en avait plein de bibliothèques. Les mots. Les mots pour sauver sa peau, les mots pour explorer le monde, les mots pour remonter le temps. Paul Blancheton va rendre visite à son ami, l'avocat Pierre Poncet. Ils ont rédigé ensemble une brochure enthousiaste racontant l'étrange aventure d'André Janot, l'ancien apprenti du centre de Lunéville. Et j'ai retrouvé à ce moment-là la mention de la carte de visite de Janot, qui était la suivante: Monsieur André Janot, docteur en préhistoire, diplômé de l'Université de Nancy, membre de la Société préhistorique française, correspondant départemental des Antiquités de Lorraine, prix Auguste Prost en 1987. Parce que vraiment, il ne pensait qu'à aller creuser le long du Madon
ou de l'ancien cours de Lavzouz pour retrouver des pierres taillées. Il ne pensait qu'à ça. À savoir, quel était le cours à l'époque préhistorique du Madon et de la Meurthe. 2, est-ce qu'il y a eu à cet endroit des sites de ce qu'on appelle du travail de la pierre pour faire des silex taillés? Il en a visité, lui, 187. Il a trouvé pour 5000... il ne savait pas, lui. C'est pas des cailloux, ça a peut-être 1 million d'années. C'est précieux. Et c'était le début d'une vocation chevillée au corps et qu'il l'a poursuivie toute sa vie. Et comme il dit au père Blancheton, vous m'avez donné le goût d'être dans l'excellence et non pas dans la médiocrité. Tout ça tient quand même au miracle quand on sait que le type était sous la dépendance du juge des enfants, abandonné par sa famille, et qu'il a réussi finalement à être considéré comme un technicien éminent en matière d'archéologie. André a passé sa vie à collectionner des galets cassés qui datent du Paléolithique inférieur. C'est la première période de la préhistoire. Il y a un peu plus de 300 millions d'années. Moi, je suis un très, très jeune centenaire. On l'a accueilli à la maison, ce petit moineau. Et comme une maman, Jeanne lui recousait ses vêtements. Nous marchions dans les ruines des souvenirs évanouis de la guerre. Revenu de la guerre, Paul Blancheton est démobilisé. L'armée s'est terminée, Paul préfère enseigner. Prof à tout faire dans le centre d'apprentissage et les collèges techniques, il aime ses élèves comme un papa. Il considère ses élèves comme des personnes. Il se débrouille dans les salles de classe délabrées, improvisées dans l'ancienne tannerie de Lunéville. Dans un fossé boueux, on découvre un cadavre. Voilà un squelette de démonstration pour sa classe de sciences. Le prof de sciences, Blancheton, a pour collègues les ouvriers désœuvrés de chez Delittriche et d'anciens poilus qui, 30 ans après les tranchées, veulent faire respecter une discipline de guerre. La guerre suivante a tué tous les jeunes profs, laissant d'autres ruines, les écoles et de pauvres gosses souvent perdus. Alors Paul Blancheton va leur enseigner un peu tout, les maths, le français, l'histoire et la géographie, le dessin. Il va surtout apprendre à ses gamins la confiance, les sourires, la solidarité. Paul Blancheton accueille aussi de jeunes collègues frais sortis de l'école normale et de la fac, comme Roch Perrin, dont il sera le tuteur pédagogique et restera le meilleur ami pendant les 70 années suivantes. En 1949, le jeune André Janot a été amené à la classe de Paul Blancheton par sa mère sur l'ordre du juge des enfants. On le met à l'internat puisque sa mère ne revient pas. Le directeur le place en apprentissage de menuiserie ébéniste. André n'aime vraiment pas, alors on le confie à un jardinier dans un établissement pour aveugles et sourds-muets. Mais Paul Blancheton s'est pris d'affection pour le jeune André au caractère singulier et aux belles aptitudes artistiques. Il va donc continuer à s'occuper de lui. André fut comme une apparition, une fleur poussée sur cette misère. Comédien à l'école, martyr à l'adolescence. Je me demande comment il prit conscience de son talent artistique. Alors j'ai dit, bon, vous avez encore des heures, vous êtes embêté avec ça.
Alors, je prends l'éducation artistique. J'ai dit, je me débrouillerai bien avec. Et c'est comme ça que j'ai vu, première fois, j'ai dit, ben voilà, vous avez une feuille de papier blanc, c'est tout, voilà. Eh bien, vous allez me dessiner ce qui vous intéresse. Mon Jeannot m'a dessiné, de tête comme ça, d'une façon magnifique. Un arbre feuillu, assez bas, et dessous, un cerf avec ses grands bois qui étaient là et qui essayait d'attraper les branches basses pour s'en faire une pèse. C'était magnifique. Oh, j'ai dit, mon vieux, moi je ne suis pas professeur de lecture artistique, je joue que c'est vraiment brillant. Alors là, j'ai dit, ça, il est doué le mec, hein. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps parce que ça a duré l'année scolaire. Il part en colonie de vacances. Eh bien, c'était fini. On l'a mis à la porte de l'établissement sans le savoir. Parce qu'il n'y avait plus personne s'occuper de lui. Quand je suis arrivé à la rentrée suivante, je dis André Jeannot, où est-il? Oh ben, on l'a mis à Nancy. Mais dit où? Oh ben, des enfants, je ne sais pas quoi foutre. Le chef d'établissement a dit moi, j'ai aucune autorité à le faire. On l'a mis aux enfants, je ne sais pas comment. J'ai dit bon, je m'en occuperai. Alors, quand j'ai demandé au directeur, il dit oh, on s'occupe de lui, qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui. On l'a emmené aux colonies de vacances. Après, ben, on l'a largué. Hein. On ne peut pas le garder. J'ai dit bon, ben, je vais aller voir. Et c'est comme ça que je me suis occupé de lui. Et qu'à Nancy, avec mon épouse, on est allé voir plusieurs fois un endroit qui s'appelait un centre de redressement ou quelque chose de semblable. Alors, je lui ai demandé voir les responsables. Je dis, voyons, je suis un tel, ça ne vous dira rien. Je voudrais avoir des nouvelles de un tel. Ah oh, alors il est brillant, c'était brillant, celui-là, si seulement on avait tous des comme ça. On demande n'importe quoi, il le fait, impeccablement, il a du goût. Le bois, donnez-moi un bois de bois, il ferait n'importe quoi, un beau dessin, une statue, un machin. Eh bien, il dit, et alors qu'est-ce que je vais aller en faire? Ah ben, il est plaisant, hein, il est là. Mais j'ai dit, attention, hein, il a plus de 14 ans, il faut lui préparer un avenir. Oh ben, je sais pas. J'ai dit, on va voir ça. Préparer un avenir. Ah ah, n'aidez pas. Vous ne pouvez pas donner de suite. On en parlera au juge des enfants à l'époque. Il y avait le juge des enfants qui donc devait prendre en charge tous les enfants qui étaient comme ça, ne savaient pas. Et le chef d'établissement a dit, moi je ne peux plus le prendre, personne ne s'occupe de lui. Alors ça s'est passé comme ça. Juge des enfants, j'ai demandé donc au bout de quelques mois, j'ai dit, mais enfin, où est André Jeannot? Ah ben, ils ont été acquis de droit le juge des enfants de l'époque, c'était à Nancy. Il y aura un juge pour ça. L'a mis quelque part. Alors je suis allé voir. Le quelque part, c'était au centre des aveugles de Nancy. Il y avait un parc, un grand parc, et c'était Institut des aveugles, un truc comme ça. Là. Mais j'ai dit oui, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Il faut qu'il prépare une profession. Ça, on s'en fout. Le chef d'établissement. C'était moitié religieux ce truc-là. C'était vers Jarville, à la sortie. Je ne sais pas si c'est pas à l'endroit où il y a actuellement le musée du fer ou un truc comme ça. Il y avait un musée là-dedans. Alors on est allé voir, puis je dis rien. Alors j'ai dit, bon, il faut quand même que j'ai plus de précision sur son avenir. On ne peut jamais voir de chef d'établissement parce il n'était pas du ressort d'un chef d'établissement. Alors, promenant autour du parc, j'ai dit, tiens, il y a un grand mur là, le mec, il aimait bien être dans la nature, on va demander au voisin. Le voisin, c'était une personne très âgée à Écourt. La limite, c'est à Écourt, il y a un petit mur.
Alors, je vais voir les gens, j'ai dit, vous le connaissez? Oui. Ah oui, il y a un jeune qui traîne tout le temps là-dedans, ça nous fait même peur. Parce qu'il fait du feu, il fait n'importe quoi là-dedans, j'en ai peur qu'il nous mette le feu. Après, bah, j'ai dit, on va voir bien. On va voir chef d'établissement, il dit, moi ça ne m'intéresse pas, c'est les jeunes aveugles ici. Je pas. Oh. Bon, alors, en montant dans la rue, je vois des gens, ils me disent, mais vous connaissez pas un jeune homme qui, si, ah, il nous étonne. Il est tout le temps avec un bout de papier, il dessine, il dessine. Il est donc rentré comme menuisier, apprenti menuisier. Apprenti menuisier, ben c'était l'apprenti menuisier, quoi. Il y avait des personnes âgées, je dis des vieux maintenant, qui avaient fait la guerre de 14, on les avait mis là-dedans, avec des jeunes. De toute façon, c'est pas le travail de précis qu'il faut. Il faut du rendement qui sache se servir d'un outil, qui sache que c'est qu'une scie, qui sache que c'est un rabot, qui sache que c'est tant de choses, quoi. Et puis les faire tourner, les planches débitées en long, en travers. Alors voilà. Alors il y avait deux personnes là, très âgées là, qui étaient à quelques mois de leur retraite et ont fait la guerre de 14. Bah, si ça allait pas, un coup de savate, hein. Une bonne claque, c'est sûr. Ça méritait ça aussi dans le temps, hein. Parce qu'il y en avait qui étaient mal éduqués, hein. C'était un CET. Mon épouse, Jeanne et moi-même ressentions plus que de l'admiration. Les jours passés ensemble ont laissé une trace, un vertige. Peut-être voulions-nous magnifier la vie quotidienne de celui qui aurait pu être un voyou. Ce qui m'avait étonné, c'est que sans avoir fait d'études extraordinaires, il écrivait mieux le français que les gars qui avaient le bac, hein. Et sans faute. J'ai dit, mon vieux, t'es eu un instituteur comme ça, hein. C'est vrai, pas une faute d'orthographe. Oh. Que les gens de la faculté de Strasbourg viennent trouver à Saint-Dié pour savoir ce qu'il avait trouvé. Mais eux, bon, c'est travailler dans la terre, chercher comme ça, c'est pas très drôle, hein. J'ai dit, c'est malheureux, moi je leur foutrais mon pied dans le derrière. J'ai une honte de venir racketter les gens. C'est une honte. Alors ils se disaient qu'ils avaient trouvé à tel endroit telle chose. C'est pas vrai, c'est lui qui l'avait trouvé. Ce vertige, André Janot l'a connu, comme une mélancolie en parcourant le désert algérien. Il l'a cultivé comme une amertume, en négligeant plus tard sa famille. Alors c'est tout. Il a entrepris des fouilles dans 235 sites archéologiques en Meurthe-et-Moselle. Rechercher des empreintes de 300 millions d'années, c'est un vertige solitaire. Quelle mémoire d'autres régions garde-t-elle d'André Janot, dont le trésor de 5 tonnes de précieuses pierres n'a pas encore été exploré? Un trésor qui dort au fond des caves, des musées. Ça veut dire perdu, quoi. C'est vrai. Autrement dit, il y a ça qui a sauté. Alors, il a fallu quelques pierres extraordinaires, on les a sorties, mais tout le reste, c'est foutu. C'est vrai.
Non, les trésors d'André Janot ne sont pas perdus. Les pierres sont là, elles attendent. Ces silex de quelques dizaines de millions d'années dorment depuis quelques dizaines d'années dans des musées à Nancy, à Dieu-sur-Meuse, à Verdun et ici à Toul, dans la chaufferie de l'ancien hospice catholique. Ces pierres succèdent aux pèlerins et aux lépreux. Et le dragon qui veille sur la toison d'or d'André Janot est un diplômé en histoire de l'art, dragon colchide chargé du patrimoine. C'est quelqu'un qui a dû faire face probablement à une communauté scientifique assez rigide, assez sévère par rapport à l'existence d'un paléolithique en Lorraine, une période que l'on n'aurait jamais cru présente et attestée ici dans notre région. Donc André Janot était probablement un rêveur, puisque toute sa vie durant, il a ramassé des choses qui ne parlaient à personne d'autre qu'à lui. Il en a ramassé même des tonnes pour prouver d'abord à la communauté scientifique que cette région, c'était un lieu de passage important pour les populations humaines, paléolithiques, mésolithiques, néolithiques, à la préhistoire. Je crois qu'il ne s'est jamais interdit de trouver l'introuvable du point de vue scientifique. Il ne se l'est jamais interdit. Nous, en tant qu'historiens formés à l'université, on nous apprend l'objectivité pour apporter des preuves à l'histoire. Quand on énonce une théorie, une thèse, maintenant, lui est allé bien plus loin dans le temps, est allé jusqu'au paléolithique inférieur, donc plusieurs centaines de milliers d'années avant notre ère. Alors voilà ces carnets de prospection. Dedans sont consignés en fait tous les objets qu'il a ramassés, qu'il a collectés dans les différents champs, en particulier autour de Nancy, là où il vivait. Voilà, on a la nature des objets, le nombre. Il note parfois aussi des autres artefacts plus récents, de l'époque de l'âge du fer, Hallstatt, donc la protohistoire, ou de l'époque gallo-romaine. On a des codes qui vont de 1 à un peu plus de 200. Donc sur différents sites, une commune, il peut y avoir par exemple 5 numéros. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a toujours des choses qui sont gommées, parce qu'il revient régulièrement sur ces sites. Et puis il rétablit un nouveau compte sur ses fiches. Nous avons ici donc un galet aménagé, plusieurs centaines de milliers d'années, qui porte donc la numérotation Janot, le J, 54 pour le département Meurthe-et-Moselle, pierre artefact découvert en 1983, et puis son code site 191. Donc c'est un objet plutôt courant pour le paléolithique inférieur, qui va de moins 800 000 ans à moins 300 000 ans. C'est ce type d'objet-là qui était plutôt contesté de la part de la communauté scientifique. Et pourtant, il s'avère bel et bien que cet objet, cette pierre, ait été travaillée, taillée par l'homme. Et André Janot l'a bien repéré, l'a bien perçu. Alors c'est un objet plutôt courant pour cette période. Le matériau, c'est du quartzite. C'est le galet de la rivière, de la Moselle, que l'on cassait. Donc il y a plusieurs phases d'éclatement. Peut-être quelques retouches ici pour rendre tranchant l'objet, pour chasser, pour découper des peaux, préparer la viande, ce genre de choses. Il y a deux choses. Il y a des fouilles programmées par des scientifiques, par des archéologues qui sont très méthodiques, où l'on pose un quadrillage, un carroyage, pour que chaque objet sorti de terre, exhumé, porte le numéro du carré.
Mais pour ce qui concerne la préhistoire, c'est avant tout de la prospection de surface qui se fait dans des champs après labour, où les pièces, les objets ne sont plus vraiment en place dans un contexte bien ordonné, que l'on peut ramasser, un peu comme un fossile. C'est cela qu'a réalisé donc, André Janot. Parfois, il est tombé sur des sites plus complexes, dans un contexte bien conservé, où il a pu diriger la fouille, mais c'était plutôt rare. Lui, son passe-temps, sa passion, c'était vraiment de se promener, de marcher dans un champ fraîchement labouré, pour voir en surface apparaître ces objets et les ramasser. C'est-à-dire que quand on voit une forme, une couleur émerger, sortir, se détacher en fait de la terre et de la couleur de la terre, à partir du moment où on en trouve un, après ça nous saute aux yeux. C'est quelque chose qui va très vite, l'œil s'exerce très très facilement à ce type de découverte de surface. Alors cette pointe moustérienne en quartz est probablement une des plus belles pièces de la collection Janot et de cette vitrine, puisque le quartz est un outil, un objet très difficile à tailler et plutôt rare. Et ça a été l'objet d'une publication scientifique qui est très bien répertoriée maintenant et très connue des archéologues, des spécialistes. Le Républicain lorrain et l'Est républicain, 6 juin 1968. Une importante découverte. Au lieu-dit lotissement de la Potence à Dieu-sur-Meuse, les engins de terrassement ont mis à jour une importante nécropole. Immédiatement, M. André Janot, archéologue averti, alertait les passionnés d'histoire ancienne et le responsable de la 8e circonscription archéologique, ainsi que l'architecte des monuments historiques. Les autorités ont rassemblé une poignée de jeunes gens pour des fouilles systématiques, aidés par ces prospecteurs bénévoles, c'est-à-dire une bonne partie des villageois. M. Janot a dégagé divers objets exceptionnels. La section archéologique à laquelle appartient M. Janot a déjà réuni une jolie collection de pièces anciennes, des témoins du passé allant de la hache de pierre aux objets aratoires divers et même des saguets et un scramasax. C'est le trésor de la mémoire, la plus ancienne mémoire de notre région. Il n'y a aucune rue baptisée André Janot en Lorraine. André Janot est décédé seul. On l'a retrouvé, raconte-t-on, dans son costume, dans son lit. Le premier souvenir, c'est lointain. Les fouilles, je pense, avec lui. Les fouilles. Quand il nous entraîne dans les champs, comme il dit, on va aller au caillou, voilà, c'est ce qu'il dit. On va aller au caillou, donc bon, on a tout compris, on va dans les champs avec lui. Surtout, on suit bien dans les sillons, on va pas à droite, on va pas à gauche, on le suit. On a notre seau à la main et on est avec lui. Les enfants d'André Janot à la recherche des contacts perdus. Joli tour du hasard, nous les rencontrons à la fin de cette enquête. C'était un livre ouvert, papa, il savait raconter. Et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on grandit, les copains qui regardent, le papa qui sait faire, ton papa il sait faire ça, bah oui. Ah, il trouve des outils préhistoriques, ah oui, oui. Bon, nous on était... Alors c'est pas facile quand on est passionné comme André Janot, c'est clair, la vie de famille c'est pas forcément la priorité. C'est difficile avec son épouse qui ne partage pas sa passion, et puis quand on n'est pas dans le milieu de l'archéologie, ça peut être difficile. Alors nous les enfants, on partage pas forcément sa passion, mais il nous y entraîne, hein. De toute façon tout le monde a fait des fouilles, hein. On était 4, tous les 4 on a fait des fouilles. Avec lui, on l'a suivi, on y allait quand même partager des moments avec lui, parce que c'était là où il partageait avec nous.
quand il était dans les pierres, comme il disait. À la maison, oh là là, à la maison, c'est la passion, c'est cailloux, c'est ça qui prime. Et lui, il est concentré dans son travail. Quand il est dans sa pièce, comme il l'appelle au garage, sa pièce qui lui est réservée avec ses 5 tonnes d'outils autour de lui, il est assis sur son tabouret, ils sont répertoriés, tout est classé dans des petits bidons qu'il a découpés. Et à chaque fois qu'il revient de fouille, ils sont méticuleusement lavés, brossés, tout est noté. Et il est là dans sa pièce et il est dans son monde. Quand il est là, c'est son monde à lui. C'est là où il est mieux, je pense, avec tous ces outils autour de lui. Il faisait sur le terrain, alors il fallait surtout que les paysans soient d'accord, parce qu'il était dans les champs des paysans, mais en général ça se passait bien puisqu'il ne détruisait rien, il était simplement dans les sillons à prospecter, comme il disait, il ne faisait pas quoi que ce soit. En général ça se passait bien, il n'y avait pas de problème là-dessus. Il avait l'œil parce que en fait, même quand on se promenait, des fois il disait « Ah là j'ai ma villa mérovingienne, ah bah là c'est aussi à moi » parce que la terre changeait, des fois elle était d'une couleur différente. Alors c'était amusant parce qu'en voiture, on savait que là c'était la cité gallo-romaine qui était à lui, là les mérovingiens, c'était amusant. Mais il avait l'œil en fait, il disait « Là il y a quelque chose ». Des fois, la couleur de terre étant différente, il savait qu'il y avait quelque chose, donc il prenait son seau et puis il allait inspecter pour ramasser ses trouvailles. Et il prenait la table du salon qui devenait laboratoire d'archéologie momentanément, et le voilà qui reconstituait tout ça patiemment. Après, il les dessinait. Tout passait dans ses mains, après c'était le dessin. Dans les papiers familiaux de Monsieur et Madame Blancheton, les échanges chaleureux avec André Janot. Il a rencontré les Blancheton. Un Paul Blancheton qui est son père spirituel, qui l'aidera, qui le guidera dans le droit chemin, parce qu'il aurait pu devenir voyou. Et grâce à Paul Blancheton, il a pu surmonter des obstacles, faire face aux problèmes, avancer, toujours s'élever, toujours s'élever. Il a toujours eu une vie compliquée, en fait. Même après la guerre, ou même... il était écorché vif, alors il avait des réactions peut-être pas évidentes à gérer. Pas un enfant facile à gérer, en tout cas. Il est jeune, hein, il pêche le poisson à la main, il les attrape lui-même comme ça à la main. Il est capable d'attraper donc des petits oisillons, hop, il les attrape... C'est en fouillant le sable du Sahara qu'André Janot confortera sa passion, les vieilles pierres. Le jeune homme que l'on envoie en Algérie faire son service militaire ne semble guère avoir la fibre soldatesque. L'armée lui donne comme affectation un poste isolé dans le bled. Il y est seul avec un téléphone de campagne pour rester en liaison avec son régiment. Il s'ennuie. Il a de bonnes relations avec les Bédouins et il pense aux livres de la bibliothèque de Monsieur Blancheton. Alors il fouille le sable sous l'œil intrigué des nomades et il trouve des pierres qui ressemblent aux illustrations des livres de Georges Goury, l'archéologue de Nancy.
Le soldat Jeannot va passer une permission à Alger pour montrer ses boîtes remplies de silex taillés aux conservateurs du musée qui s'enthousiasment. Ces pierres ont peut-être 1 million d'années. André, l'adolescent rêveur, se mue en archéologue amateur. Toute sa vie, André Jeannot embellira sa nostalgie du Sahara en peignant des couleurs vives, sans trop parler des années qu'il notera comme des années de guerre. Il a très peu parlé, quelques bribes de son passé militaire. Je pense que c'était pas un sujet qu'il voulait évoquer en famille. Peut-être qu'il avait assisté à des choses, peut-être pas très belles, mais il avait quelques mots qui parlaient des fois à la maison comme ça, qui dataient de l'Algérie, comme ça, il nous parlait comme ça en arabe à la maison. Mais il évoquait pas forcément le passé, ce passé-là, il évoquait pas forcément. On nous a laissé quelques photos, tout ça, mais il évoquait pas forcément ce passé-là. Alors qu'il a quitté l'école à 14 ans, André Jeannot passe sa thèse de doctorat le 19 septembre 1986 à l'université de Nancy. Il obtient la mention « très honorable » avec les félicitations du jury. L'étudiant de 52 ans traite en 285 pages illustrées de ses propres dessins du complexe acheléen du plateau de Flavigny-Cintré. Dans l'assistance, Jeanne et Paul Blancheton et sa fille Valérie. Alors moi j'ai assisté à sa thèse, oui effectivement, j'avais 16 ans. C'était donc un jour de classe, donc il m'avait fait manquer exceptionnellement. Donc, c'est dans l'amphithéâtre, il y a plein de gens, on se dit qu'est-ce qui se passe, il y a tous les projecteurs, tous les yeux sont sur papa. Je me dis tiens, il se passe vraiment quelque chose d'important, mais on réalise pas trop en fait. Et on couronne, c'est quand même couronné de succès son travail. Et là on se dit voilà. C'est impressionnant, il y a vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui est exceptionnel, qui a fait des découvertes, c'est quelqu'un hors du commun, effectivement. Il avait le certificat d'études, il a passé sa thèse, donc doctorat en 18 mois, et c'est vrai que ça passe pas très bien auprès des scientifiques, ceux qui sont les scientifiques et pas les amateurs, ça passait pas trop bien, mais il ne se laissait pas démonter, hein, et il a poursuivi son petit chemin, puis pour montrer à tout le monde, vous voyez, je suis autodidacte, et moi aussi je peux réussir, moi aussi je peux faire des choses. Et, bon, des fois il devait y avoir des petits coups de gueule, mais voilà, il a prouvé quand même qu'il était capable de faire des choses. Alors c'est vrai que son travail d'ordinaire, il était jardinier à l'Institut des jeunes sourds de la Malgrange. Donc pour faire vivre sa famille, mais sa passion, c'était l'archéologie. Et c'est son domaine, dans le domaine où il excellait de toute façon, mais c'est ce qui prenait le dessus, n'importe comment. Continuellement, c'est ce qui prenait le dessus. J'espère en tout cas qu'aujourd'hui il est reconnu par ses pairs et qu'il y a des gens qui se sont penchés quand même sur ses travaux, je l'espère, ses recherches. Je l'espère. Aujourd'hui, j'espère qu'il est quand même un peu plus reconnu que ce qu'il était parce qu'il a vécu dans une simplicité pendant toutes ces années, pendant toute sa vie. Jusqu'à sa mort, il était dans la plus grande des simplicités. C'était quelqu'un de très simple qui vivait vraiment simplement. Et aujourd'hui, j'espère que les gens se penchent sur son travail et qu'il y a quand même un peu de reconnaissance comme il le mérite. Papa, c'est un scientifique autodidacte. Scientifique, je ne sais pas si c'est le mot. Autodidacte dans tout. Artiste, ça c'est clair. Il touchait à tout. Il faisait de la peinture, il sculptait. Il écrivait des poèmes, voilà, il faisait beaucoup en dehors de sa passion de l'archéologie. Le chasseur d'images par André Jeannot. À chaque week-end, il s'en va, loin des villes, loin des bruits, vers les prés verdoyants, les bois mystérieux, les lacs, les étangs,
les coteaux calcaires que l'on dit stériles. Amis enfants, jamais ne saurez-vous l'amour que je vous portais, même si quelquefois l'émotion était plus forte, mes sentiments j'ai dû cacher à la porte, les trahisons ne m'ont pas empêché d'aimer. Discrètement, secrètement, sincèrement, j'étais entravé, lié à mes engagements. Je n'ai voulu que votre bonheur, si difficile à atteindre, si fugace, mais si beau. Indicible tristesse. Quand par hasard dans la rue je vois l'aveugle chercher son chemin, quand dans la vie journalière je vois la haine, la délation, moi, petit grain de sable oublié, refusant de se laisser entraîner comme un troupeau derrière le bélier. Le rouge-gorge, petit rouge-gorge s'est envolé, son refuge, son abri vient de tomber. Le zoo. Jojo, l'orang-outan excédé, furieux, pisse de colère au travers des barreaux sur les passants, les badauds. Les retraités. L'ouvrage a déformé vos mains, et de discours n'avait nul besoin. L'histoire de votre vie y est inscrite, pareille à celle d'un livre écrit. Dédicace à un ami, en hommage affectueux pour Madame et Monsieur Paul Blancheton, 18 janvier 1984. Je t'ai dédié ces modestes vers pour tout ce que tu as pu faire quand la vie me semblait si amère. L'espoir que tu m'as donné par ton amitié, la médiocrité j'ai évité. Je retrouve mes amis comme Pierre Poncet. Nous pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Nous pensons à ceux qui, dans 100 ans, liront nos livres, celui de la grande histoire des rues de Lunéville, ou celui au service de la nation. Et nous sourions avec la complicité de vieux fossiles. Dans ses poésies, il dit « Je regarde les plantes et je rêve. Je rêve pourquoi nous sommes là, etc. » Il était conduit à une réflexion philosophique que nous n'avons pas ou que nous avons quelquefois, mais que lui avait et mettait dans des vers au travers des morceaux d'os des animaux préhistoriques. J'ai trouvé une poésie dans laquelle il dit merci au père Blancheton de lui avoir enseigné qu'il fallait se préoccuper d'autre chose qui est l'origine de la vie et quel est notre devoir sur la terre. Et il dit qu'il passe sa vie à chercher ce qu'il y a pour l'homme vivant actuellement, comme vivant dans le passé, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi il est là. Dans la cave de la maison familiale, à Dieu-sur-Meuse, André Janot repeint les grottes de Lascaux, l'homme des cavernes, déjà à la recherche du temps perdu. Son sort était de ne poursuivre que des fantômes, des êtres dont la réalité, pour une bonne part, était dans son imagination. Il y avait des êtres, en effet, pour qui tout ce qui a une valeur fixe, constatable par d'autres, la fortune, le succès,
Les hautes situations ne comptent pas. Ce qu'il leur faut, ce sont des fantômes. Ils y sacrifient tout le reste, mettent tout en œuvre, font tout servir à rencontrer tel fantôme. Mais celui-ci ne tarde pas à s'évanouir. Alors on court après tel autre, quitte à revenir ensuite au premier. André Janot revenait loin, à des millions d'années. Aujourd'hui, on célèbre un siècle. C'est pas des cailloux, ça a peut-être 1 million d'années. C'est précieux. Laissez-moi ça pour mon musée.